Là, c'est qu'il s'en passe des choses dans cette aventure. Ah oui! Avec une belle entrée en matière dans l'immense forêt de Huelgoat. Forêt mystérieuse aux nombreuses légendes. Si tu te sens brave, n'hésite surtout pas à y faire un tour. Peut-être pourras-tu tomber sur de sympathiques créatures. Oui, il va falloir te préparer à aller à la rencontre d'étranges phénomènes. À moins que tu aies la chance d'avoir une crêperie ouverte. Donc après avoir traversé l'espace et le temps, dans ce lieu obscur et inquiétant, Ça, on a tout l'air. et découvert un vieux bouquin énigmatique qui m'a l'air rempli de contes et légendes féeriques. Nous voici maintenant hors de ces bois. Et qu'allons-nous vivre maintenant? Je ne sais pas. Laissons la magie opérer et voir où tout cela va nous mener. Bienvenue à toi qui m'écoutes. Coucou! Si tu aimes découvrir des lieux mélangeant histoire, folklore, surnaturel, racontés avec un grain de folie, alors bienvenue sur ma chaîne. Tu viens ? Nous voici maintenant à Saint-Benoît-sur-Mer. Comment est-on sorti de Huelgoat? Je ne sais pas. Oh, une porte condamnée! Ah, c'est vrai que j'adore imaginer les allées et venues d'antan. Et regarde juste au-dessus, de corbeaux de pierre. Et elle ne parle pas de ce genre de corbeau. Ah non, 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 hein! Sur la gauche, nous aurions Aliénor d'Aquitaine, femme tout aussi séduisante qu'intelligente, et qui fut reine de France et d'Angleterre au XIIe siècle. Et à droite, nous aurions la représentation de Richard Cœur de Lion. Fils d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri de Plantagenet, il fut roi d'Angleterre, mais aussi le seigneur d'Aquitaine, de Poitou, de l'Anjou, de Normandie et de Touraine. Rien que ça? Et non, il fut aussi vassal du roi de France. Il aura également participé lors de la Troisième Croisade. Au passage, il s'emparera de l'île de Chypre ainsi que de Saint-Jean d'Acre. Oh, il y a encore une porte en haut. C'est vraiment toi qui, ma pauvre. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh non, rien du tout. Ok. Et en parlant de conquête, il y en a un qui est en train de s'accaparer le territoire de Saint-Benoît-sur-Mer. Ouais, genre il se cache. Gare à toi si tu oses venir sur ces plates-bandes. Faisant partie des monuments historiques français, c'est une des rares églises fortifiées qui date des 11e et 12e siècles. C'est une sacrée période, ça. Elle fut dédiée à Saint-Benoît, et j'espère que tu vois de qui je parle. Coucou. Si bien entendu tu as écouté mon histoire sur le voyageur. Oh, il y a encore une porte condamnée. Non, mais tu n'as pas bientôt fini avec tes portes. Non. Et il y a encore un autre passage là-haut. Prenons un peu de distance, non pour voir l'obélisque, mais parce que je dois vous parler d'une des particularités de cette église. Alors, est-ce que tu vois ce que je vois? Non. Est-ce qu'on n'essaierait pas de le deviner en chanson? Mais c'est pas possible, t'as un problème avec les chansons. J'espère que tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois. Oui, je me rappelle très bien que tu m'as balancé à la flotte. Dans ce cas, faisons-le en devinette. Oh non. Alors je suis un animal avec de grandes et longues oreilles. J'ai également de grandes pattes arrière afin de distancer rapidement ceux qui en veulent à mon derrière. Je fais de grands bonds, oh quelle merveille. Et je fume. Eh oui, il s'agit bien du lapin qui fume sur le toit de l'église de Saint-Benoît-sur-Mer. Je suis sûre que tu avais deviné. Mais revenons sur l'histoire de nos croisades. Et qui dit croisade dit templier. Ces fameux moines soldats qui faisaient partie de l'ordre du Temple et qui fut créé en 1118. Ce sont également des bâtisseurs qui sont à l'origine de nombreux monuments architecturaux importants. Détenant de grandes connaissances, ils y ont caché de nombreux codages et secrets. Enfin cachés. Disons qu'une partie serait sous nos yeux à tous. Et il se trouve qu'ils seraient en partie à l'origine de la construction de cette église. Donc visiblement maintenant Kira est le gardien. Il est trop fort, mon petit Kira. 9. Qu'est-ce que tu racontes? Il est dit qu'ils auraient débuté à 9 chevaliers, afin de monter la garde, surveiller les routes, dans le but de protéger les pèlerins. Ils auraient été seulement à 9 pour faire tout ça?
Lorsqu'on les évoque, on ne peut s'empêcher de penser aux nombreux mystères qui les entourent. Mais un instant, revenons sur le présent. Comme tu peux le voir, voici des vitraux. Oh, qu'ils sont beaux! Tu peux y observer 4 personnes de représentées, ainsi qu'en dessous, une croix ici gravée. Mais dis-moi, est-ce que ces lettres peintes en rouge te rappellent quelque chose? Une envie d'équitation? Eh bien, s'il s'agit du cheval malais, ça m'étonnerait que tu aies envie de le grimper. Ah non, 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 hein. À moins que tu sois muni du médaillon, tu ne pourras régler le compte à ce démon. Un médaillon? Oui, et son nom, cette commune le porte. Et il figure aussi sur cette porte. Oh, mais oui, je vois, il s'agit de Saint-Benoît. Ouais, bah c'est facile, t'avais plus qu'à le lire. C'est lui qui est à l'origine de l'ordre des bénédictins. Mais revenons ici sur la médaille de Saint-Benoît. Il s'agirait d'un bouclier spirituel contre le mal, les tentations, les dangers physiques ou spirituels. Elle aiderait lors des exorcismes et la purification des lieux. Elle permettrait aussi de renforcer la foi et la persévérance. Alors, tu rentres déjà dans l'église alors que tu n'as même pas fini de nous présenter qui était sur les vitraux. Oups! Il est vrai que j'avais une forte envie de découvrir l'intérieur de cette église. Non, mais t'imagines s'il y a un trésor caché ici? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi. C'est déjà arrivé par le passé. Il paraît que dans une église du sud de la France, ils avaient retrouvé 2 morceaux de parchemin templier dans un des piliers de l'autel. Oh, mais c'est intéressant tout ça. Ah oui! Dans ce cas-là, on va tout casser. On va se détendre un petit peu, je vais quand même pas aller jusque-là. Oh, avec tes gros bras, tu n'as pas envie de bouger une ou 2 statues? Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, je n'ai rien dit du tout, oublie. Ouais, parce que j'ai pas des gros bras, c'est un effet d'optique. Oh, regarde comme le retable est beau. Ouais, c'est ça, essaie de changer de... Oh, regarde, une porte. Mais t'as pas bientôt fini. Oh, et puis il y a beaucoup trop de oh dans cette conversation. Ah oui. Et d'ailleurs, et si nous revenions sur les vitraux? Oups, c'est vrai que ça m'était complètement sorti du cerveau. Bon, eh bien, au boulot. Espèce de tabayon. Si tu te souviens bien, à côté de Saint-Benoît de Nursie, nous avons le Christ. Facile. Mais passons maintenant de l'autre côté, sur la porte que je n'ai point évoquée. Sur l'un des vitraux, nous avons une représentation de la Vierge. À ce propos, les Templiers seraient à l'origine de la relance du culte marial en Europe. Et à ses côtés, nous avons la représentation de Saint Jean. Saint Jean l'évangéliste? C'est bien ça, celui qui a écrit les textes sur l'Apocalypse. Et je précise, Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, mais révélation. D'ailleurs, je crois qu'on est en plein dedans en ce moment. Les Templiers vénéraient également Saint Jean, qui, soit dit au passage, serait le plus ésotérique des évangélistes. Et on dit aussi que Saint Jean ne serait autre que Marie-Madeleine. Oh, il y a tant à dire sur ce sujet. Mais faisons une pause, car il y en a un qui nous attend. Comme je sais que tu as écouté ma dernière histoire, tu vois donc exactement où nous allons nous diriger maintenant. Oui, tout à fait. Ah, bon allez, je te donne un petit indice. Ça te dit quelque chose, la pierre couchée? C'est une pierre qui est tombée? Ouais, bon bah je suis vraiment pas aidée avec toi. Et si maintenant je te montre ça? Un menhir. Toujours pas? On retourne à Huelgoat? Non plus. En tout cas, on va aller sur ses traces et je vois que Kira est bien motivée. Il est surtout motivé à vouloir marquer son territoire. Ah oui! Si tu veux savoir de quel menhir il s'agit, alors écoute bien ce petit récit. C'est l'histoire d'un être qui était si grand qu'il pouvait en quelques pas seulement traverser de nombreux territoires. La légende raconte qu'un jour il voulut manger et boire. Mais les villageois de Huelgoat furent si radins qu'on ne lui donna quasiment rien. Il était si furieux que même le ciel se mit à gronder. Mais qu'avait-il donc provoqué? Le village commença alors à trembler. Oui, cet être gigantesque était en train de leur balancer des rochers. C'est ainsi que le chaos de Huelgoat fut né. Et si nous possédions la taille de cet être, en une fraction de seconde, nous aurions fait ce kilomètre. Car bien dissimulé et point indiqué, il fut difficile de trouver cette pierre couchée. Oh non,
pensant m'être aventuré sur un chemin de randonnée. Nous voilà sur la route à marcher. Et alors que je croyais être enfin tout près, on m'indiqua que je n'étais point sur la bonne voie. Demi-tour, ce n'était pas par là. J'aurais sûrement dû écouter mon petit Kira. Ah bon? Et pourquoi? Car à la moitié du chemin, il s'était figé, me montrant sûrement que je m'étais trompée. À moins qu'elle ne te fasse encore un tour pour faire demi-tour. C'est vrai qu'ici nous avons affaire à un rusé. Ou à un feignant. Quoi qu'il en soit, c'est la pause goûter. Et je ne ferai pas la même erreur que les villageois bretons. C'est le moment de manger et boire pour ce petit Kiranounet. Magie! Ah ça oui, il refait le plein pour à nouveau marquer son territoire. Et nous voici sur la route pour aller. J'espère que tu as trouvé. Manger une crêpe? Non. Oh. Je te rappelle que nous cherchons toujours le nom de ce fameux menhir. Et c'est ici qu'il faut tourner à gauche et non aller tout droit. Gargantua? Bravo, c'est bien cela. Ça me donne envie de faire une roue de la joie. En tout cas, si tu as l'occasion d'y aller, ouvre bien l'œil. Car il a beau se nommer le palais de Gargantua, il n'est pas facile à repérer. Effectivement, il est bien caché. N'empêche, c'est un beau bébé, hein, avec ses 5,20 m de long, son 1,80 m de large, ses 75 cm d'épaisseur et pesant dans les 30 tonnes. J'espère que personne n'était dessous quand il a atterri. C'est bon, t'as fini les bêtises? Non. Plus sérieusement, il a été transporté sur une longue distance. Comme tu peux le voir, il n'y a nul autre rocher aux alentours. Le plus proche gisement serait situé au nord du site et correspondrait à un plateau dominant le marais Poitevin. C'est que ce n'est pas à côté tout ça. Ah non, hein. En tout cas, s'il est placé ici au milieu de nulle part, crois-moi, ce n'est pas un hasard. Il doit sûrement être placé sur un des courants telluriques. Et c'est quoi un courant tellurique? Il s'agit d'un courant électrique naturel qui circule dans la croûte terrestre. On peut aussi parler des énergies de la Terre. À ce propos, les géobiologues travaillent avec ce type de réseau. Et on raconte aussi que les lieux sacrés, comme les cathédrales, les églises, ou autres sites ou monuments encore mystérieux, sont liés à ces courants. Moi je te le dis, ils ne sont pas placés au pif. Ah non, hein. Mais revenons à nos moutons. Que dis-je? À notre cheval malais. Ce n'est pas pour rien que les gens venaient se recueillir sur cette pierre autrefois. Ils savaient que le danger rôdait aux alentours et qu'il n'était pas prudent de se promener seul la nuit venue. Tu penses peut-être comme Thomas que tout cela est faux et que les gens de l'époque aimaient seulement croire en tout et n'importe quoi. Soit. Alors si tu passes par ici, inutile de frotter un bouquet de trèfle pour te protéger de cette créature maléfique. C'est quoi ça? Une bouteille incorporée dans le rocher? J'avoue que ça donne cette impression. Si ça fait comme à Huelgoat et qu'il est au-dessus d'une source, il y a peut-être quelqu'un qui est venu faire une percée. Tu racontes vraiment n'importe quoi. À moins que ce soit dans ce rocher que les pièces étaient planquées. Faut la suivre, elle parle de l'histoire du voyageur. En tout cas, si tu as une idée de ce que ça peut être, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Allez, c'est parti, à se traîner ici. Dirigeons-nous maintenant du côté de Vouvant. Et alors que j'étais en train de cheminer en direction de ce village en Vendée, je dus un instant m'arrêter. Non pas pour trouver un bosquet ou me cacher, Ah non, hein. mais parce qu'un balai aérien m'a happé. Ce n'était pas le bal des oiseaux fantômes que j'observais. Bien que le puits du Fou à vol d'oiseaux est à côté, ici c'était de belles cigognes qui virevoltaient. Assez traîné, il est temps de redécoller. Ah oui, tu l'as carrément pris au sens littéral du terme là. Vouvant, c'est là-bas. C'était bien plus rapide d'y aller comme ça. Et c'est ainsi qu'avec Kira, nous venons d'atterrir dans l'un des plus beaux villages de France. Ça aurait pu être dangereux. Impossible, car c'est Kira qui était aux commandes. Oui, effectivement, c'est plus sûr que ce soit lui qui est conduit. Je crois pas que ce soit le terme le plus approprié. J'aurais peut-être dit diriger, mais c'est vrai que ça reste bizarre. Remarque venant de toi, c'est presque normal.
En tout cas, c'est bizarre, mais il me semble avoir vu quelque chose d'autre tout à l'heure voler dans le ciel. Et ça n'avait pas l'air de ressembler à une cigogne. Ah non, 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 hein. Tu m'as dit que nous étions où déjà? Dans l'un des plus beaux villages de France. Ça ne me dit toujours pas où nous sommes. En Vendée. Oh, je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Nous sommes à Vouvant, mais tu ne fais toujours pas de lien? Laisse-moi réfléchir un instant. Visiblement, l'altitude ne te va pas. C'est vrai que nous ne sommes pas loin de la forêt de Mervan. Mais encore? Une tour. C'est celle des Lusignan. Mais oui, ça y est, je me souviens maintenant. Oh, tu penses que c'est ce que j'ai vu? Oula, lui en tout cas, il représente la joie. Il est sûrement au courant de ce qui peut lui tomber sur le coin de la tête. Il y a de fortes chances. Je vois que Kira est pressée, retournons à ses côtés. Tout ça pour rester protégé. Je te rappelle qu'on ne se dirige pas n'importe où. Il s'agit de l'ultime vestige du château des Lusignan. Et cette tour, tu le sais aussi bien que moi, n'a pas été construite par n'importe qui. Ça, c'est sûr. Ce n'est ni un dragon, ni une princesse qui siège tout en haut. Ah non, 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 hein. Mais il y a bel et bien quelque chose d'autre. Certaines personnes affirment que cette créature hante encore les lieux. On dit aussi qu'en une nuit, c'est elle qui l'aurait construit. Peut-être l'as-tu compris. Je parle ici de Mélusine. Cette créature, mi-femme, mi-serpent. Mais avant que je ne te raconte son histoire, j'avais envie de te faire profiter un peu de la vue, bien que je ne sois pas tout en haut de la tour. Trouillarde. Chut! Observe donc cette vue magnifique sur la forêt de Mervan-Vouvant et la mer. C'est une rivière. Oui, mais c'est ainsi qu'elle se nomme. En tout cas, tu es vite redescendu. J'ai vu ce qu'il y avait à voir, et maintenant, place à l'histoire. Cette histoire commence en Albanie. Le roi Elinas, tout juste veuf, décide d'aller se changer les idées lors d'une chasse. C'est alors qu'un son mélodieux et envoûtant lui parvint aux oreilles. Il était si doux qu'il voulut en chercher l'origine. C'est là qu'il la vit la première fois et tomba sous le charme de cette magnifique dame. Il ne put s'empêcher de lui faire la cour et alla jusqu'à lui demander sa main. Point farouche, elle accepta, mais à une condition tout de même. Si des enfants venaient à naître de leur union, il ne lui serait permis de les voir que lorsqu'elle l'y autoriserait. Le roi, déjà envoûté par tant de beauté, accepta. Tu penses sûrement qu'il s'agit de Mélusine. Que nenni, ce sont ses parents. Ah non, 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 hein. Le roi Elinas et sa tout juste reine, Présine. C'est dans la même journée que Présine accoucha de 3 filles. Palestine, Mélior et Mélusine. Elinas, qui visiblement ne trouva pas ça étrange que ça aille aussi rapidement, en oublia sa promesse et se hâta d'aller les voir. C'était trop tard. Ne respectant pas sa parole, il venait de les perdre pour toujours. Oh non. Il est dit que Présine rejoignit la fée Morgane sur son île. Bien des années plus tard, les filles d'Hélinos voulurent se venger de lui. Elles le firent alors prisonnier. Mais leur mère, au courant de ce méfait, se mit en colère et condamna Mélusine à rester une fée. Oui, la malédiction était lancée. Tous les samedis, tu te métamorphoseras en femme serpente. Si un jour un homme désire ta main, il ne faudra qu'en aucun cas il te voie sous cet aspect. À moins qu'il n'en garde le secret. S'il y arrive, alors tu resteras humaine et mourras en tant que telle. Et de votre union naîtra une noble lignée. Mais si par malheur ton mari te trahit, alors tu seras condamnée à rester femme serpente. Mélusine partit sous les ordres de sa mère et se cacha dans la forêt. Plus tard, c'est un homme qui était aussi parti chasser le sanglier qui tomba sur elle nez à nez. Il se nommait Raymondin et était le neveu du comte de Poitiers. L'histoire se répéta avec Mélusine. L'homme tomba instantanément amoureux et lui fit sa demande. Bien évidemment, elle accepta et n'oublia pas d'évoquer la condition que sa mère avait fixée si elle voulait rester humaine. Ils eurent 10 fils. C'est ainsi que naquit la lignée des Lusignans. Et chacun comportait des particularités physiques, plus qu'étranges. Mais tu n'es point sot, et tu te doutes bien que tout ne se passa pas comme prévu. Un soir, Raymondin perdit toute confiance en sa femme lorsque son frère insinua qu'elle se cachait pour le tromper.
Tu l'as compris, ce n'était pas n'importe quel soir, c'était un samedi. Oh, je le sens mal. Fou de rage, il se précipita sur la porte de la chambre de Mélusine et l'observa par le trou de la serrure. La promesse venait d'être rompue. Elle resta donc une femme serpente. Pour toujours? C'est bien cela. Et si un jour tu la vois, alors prends garde à toi. Oh, ça fait froid dans le dos, mais j'ai tout de même de la peine pour elle. Et tu crois qu'elle a construit cette église? J'en ai aucune idée. Je sais que c'était une bâtisseuse et qu'elle n'a pas chômé entre ses grossesses. Elle serait à l'origine de la construction de nombreux châteaux, dont celui de Tiffauges, de Talmont, de Parthenay, mais également de la tour de la Chaîne à La Rochelle, ou encore le donjon de Niort. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle aurait aussi bâti des églises et des monastères. Elle travaillait avec les Templiers? Ça, je ne saurais te le dire. Est-ce que tu sais ce qu'il est advenu de Raymondin? Il ne se serait jamais remis de l'avoir perdu. Il est mort? Alors, techniquement maintenant, oui. Mais à l'époque, il est parti en pèlerinage à Rome, puis s'est retiré à Montserrat, en Espagne. Et si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas impossible que Mélusine y soit allée aussi. Ils sont sûrement partis chercher le soleil. Et est-ce que tu sais ce que sont devenus leurs enfants? Là, sacrée question. En tout cas, il me semble avoir entendu là encore une histoire de géants. Mais c'est qu'ils sont partout, ces géants. Je te le fais pas dire. En tout cas, t'as vu tout ce codage architectural à l'entrée? Je suis sûre que ça cache beaucoup de secrets. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que cette église comporte une crypte et j'ai vraiment envie d'y aller. Oh, moi, je le sens pas du tout. Tu as entendu? Ce n'est pas toi qui viens de rigoler de manière étrange? Non, c'est pas moi. Oh, je pense qu'il va être grand temps de s'en aller d'ici. En plus, je suis sûre que Kira a faim. À mon avis, c'est surtout toi qui as faim. Mais je suis d'accord pour partir. En tout cas, si tu es courageux, et que comme moi, tu n'as pas froid aux yeux. Tu parles, Chut. Et si tu es friand d'histoires, de contes et de légendes, mais également de magie. alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu ne veux pas louper la suite de l'aventure.